Cette histoire nous vient d'André, et lui est arrivée il y a à peine 5 semaines. Il a un collègue du nom de Mike. Mike est quelqu'un de très jaloux, qui pense qu'il vaut mieux que tous les autres réunis, bien qu'il ne fasse absolument aucun travail. Il n'aimait pas quand ses collègues lui adressaient la parole, mais s'attendait à ce qu'ils soient tous intéressés par ce qu'il avait à dire. Passons maintenant à l'histoire. André travaille pour une entreprise aux horaires décalés, ce qui l'obligeait à se lever à 2h du matin pour se préparer et partir de chez lui à 5h. Se réveiller n'était donc pas sa partie préférée. Mais la paye en valait le coup et le travail était stable, donc il faisait avec. Mike n'était pas payé comme tout le monde en revanche. Il touchait 5% de moins que les autres parce qu'il ne travaillait pas assez. Il passait donc son temps à défouler sa rage sur ses collègues. Comme le jour où André était au cinéma, quand soudainement Mike s'est approché de lui pour le frapper, même s'il était au premier rang, au vu et au su de tout le monde. Une autre fois, André était dans un bar en train de jouer aux fléchettes. Mike est arrivé, a pris une fléchette et a essayé de le poignarder avec, devant tout le monde. André a réussi à l'éviter, et avec l'aide des autres hommes dans le bar, ils ont jeté Mike dehors. Il y a quelques mois, André et sa petite amie étaient sur le point de s'embrasser, quand Mike est apparu à sa fenêtre et a pris une photo d'eux avec un vieux Polaroid. Pendant qu'il secouait la photo, André l'a frappé à l'en mettre KO, puis a emmené son corps inconscient chez lui. Mais l'incident suivant était de loin le pire de tous. C'est arrivé alors qu'André était chez lui, en train de dormir, quand soudainement, il a été réveillé par des coups violents à sa porte. « Réveille-toi, André !» Il a entendu crier à l'extérieur. Il a immédiatement reconnu la voix, c'était Mike. Il a aussi entendu ce qui ressemblait à une moto. Mais ce qu'il a vu était bien pire. C'était une tronçonneuse. « Je veux te voir mourir !» a hurlé Mike de l'autre côté de la porte. André a sauté pour prendre son fusil d'airsoft. Et au moment où Mike a réussi à entrer, il lui a tiré dessus. D'abord dans la jambe, puis à l'œil. Puis il a essayé de courir pour appeler la police. Mais Mike tenait toujours debout. Il a réussi à le toucher avec la tronçonneuse, lui arrachant une bonne partie de son bras gauche. André a hurlé de douleur, mais a malgré tout réussi à se tourner et à tirer dans ses parties intimes 2 fois. Mike est tombé au sol, et André a enfin pu appeler la police. Mike a été arrêté, et André a tout de suite acheté un billet d'avion pour une autre ville. Après son vol, il a reçu un appel de la police pour l'informer que Mike avait assassiné un autre de ses collègues avant de venir chez lui, et qu'il avait prévu de tuer toute l'équipe. Chaque matin en se réveillant, André regarde à l'extérieur et remercie le ciel d'avoir survécu à ce drame. Il ne veut pas imaginer ce qu'il aurait subi s'il ne s'était pas réveillé à temps cette nuit-là. Ethan avait un ami du nom de Craig, avec qui il était ami depuis son enfance. Ils s'étaient perdus de vue depuis des années, mais un jour, ils se sont croisés par hasard dans la rue. Ethan l'a tout de suite reconnu et l'a salué chaleureusement, mais Craig semblait différent. Il avait des cheveux bouclés quand Ethan le connaissait, qui étaient maintenant rasés, et il n'arrêtait pas de cacher sa main droite derrière son dos. Ethan a essayé de lui serrer la main, mais Craig n'a jamais sorti sa main droite. Il lui a tendu uniquement la gauche. Ethan lui a demandé s'il avait un souci avec sa main, et il a répondu « Je n'utilise pas ma main droite normalement ». Ethan a trouvé ça bizarre, mais ne s'est pas attardé dessus. Et depuis ce jour-là, ils se sont souvent revus pour passer du temps ensemble. Et Craig gardait tout le temps sa main droite dans sa poche. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il a supposé que son ami avait ses raisons. Puis soudainement, il a perdu contact avec Craig. Ethan est allé chez lui, mais il avait déménagé. Il semblerait qu'il avait également changé son numéro de téléphone. C'était étrange, mais encore une fois, Ethan s'est dit que son ami devait avoir ses raisons. Cependant, quelque temps plus tard, il a reçu une visite de la police. Ils lui ont montré une vidéo de caméra de sécurité où on le voyait en train de parler à Craig. La police le soupçonnait d'avoir kidnappé et assassiné une femme. Il était actuellement recherché. Puisqu'il n'y avait que le dos de Craig qui était visible sur la vidéo, la police a demandé à Ethan s'il avait une photo de lui. Ethan était sous le choc. Puis il a réalisé quelque chose. Craig avait l'habitude de regarder partout autour de lui où qu'il allait, même le plafond. Parfois, il se retournait soudainement et lui tournait le dos en parlant. Quand ça arrivait, Ethan se demandait ce qui lui prenait. Mais désormais, il comprend que c'était pour éviter les caméras de sécurité. Ethan s'est également souvenu qu'il n'avait jamais pris de photo de Craig. À chaque fois qu'il essayait, il s'énervait et se cachait le visage. N'ayant pas de photo à donner à la police,
Ethan a fait de son mieux pour le leur décrire. Quand ils sont partis, il était toujours sous le choc. Son ami était un criminel. Quelques semaines plus tard, il a reçu un nouvel appel de la police. Craig avait été arrêté. C'est là qu'Ethan a appris la vérité choquante. Il s'est avéré que Craig avait coupé tous les bouts des doigts de sa main droite afin de ne plus avoir d'empreinte. Il n'utilisait que cette main-là pour s'introduire chez des femmes, commettre des crimes et s'enfuir. C'est pour ça qu'il gardait toujours sa main droite cachée. Un autre souvenir lui est revenu. Quand il allait chez lui, Ethan le voyait s'entraîner avec un sac de frappe de forme humaine, n'utilisant qu'une seule main pour l'attaquer et le maîtriser. Ethan pensait que c'était juste pour faire du sport. Les parents de Danny le pensaient fou. Ils l'ont fait interner dans un hôpital psychiatrique. Mais Danny ne se souvient pas de ce qu'il avait fait. Et il sait qu'il n'est pas fou. Il y avait tellement de patients dans cet hôpital. L'un d'eux n'arrêtait pas de lui parler, se vantant d'être le successeur de Satan. Un autre ne faisait qu'errer dans la zone commune du matin au soir. Il faisait des allers-retours entre le salon et le coin de la salle de bain, tous les jours. Un jour, Danny a fait la connaissance d'un patient qui semblait incapable de parler. Il a penché la tête vers lui en lui faisant un étrange signe de la main. Pour ne pas être malpoli, Danny lui a adressé un sourire gêné. Mais le patient l'a soudainement fixé avec un regard enragé, puis a crié en faisant des sons étranges. Danny a essayé de le calmer, mais l'homme continuait de crier. Puis s'est soudainement allongé à plat sur le sol, battant des bras et couinant comme un oiseau. Puis il a secoué la tête d'avant en arrière, bougeant comme si c'était réellement un oiseau en train de picorer. Il s'est frappé violemment la tête contre le sol, au point où sa bouche et son nez saignaient. Ses yeux fixaient Danny d'un regard vide, comme s'il n'y avait plus aucune intelligence ou mémoire chez lui. Il agissait comme s'il ne comprenait pas le langage humain. Il se contentait de cligner des yeux en penchant la tête. Danny a été tellement effrayé qu'il s'est enfui de là. Cette nuit-là, il a été réveillé en pleine nuit par des cris. Apparemment, un patient avait sauté du toit, et depuis, l'hôpital a été plongé dans le chaos. L'aile des patients se situait au 12e étage d'un bâtiment. Il y avait des excréments sur le toit, laissés par la personne qui avait sauté. Il s'était déshabillé, puis avait plongé, mourant sur le coup à cause de la chute. C'était la même personne que Danny avait rencontrée ce jour-là. C'était toujours un mystère, comment il avait réussi à s'échapper à accéder au toit, malgré la surveillance stricte du personnel. Ce que Danny a appris ensuite par la famille de la victime l'a choqué. Il avait un oiseau de compagnie, un merle. Un jour, il a dit qu'il voulait apprendre à voler dans le ciel et a essayé un sort de magie noire pour changer d'âme entre lui et l'oiseau. Sa famille a dit que c'était quelqu'un de très normal et de très actif. Cependant, après avoir lancé le sort, il s'est retrouvé incapable de parler et incapable de prendre soin de lui. Il faisait ses besoins et mangeait comme un animal. Sa famille était dévastée, disant que c'était ce merle qui avait causé cette mort tragique. Plus tard, ils ont essayé de libérer l'oiseau, mais il refusait de s'éloigner. Il ne faisait que rentrer chez lui, encore et encore.